Cachés sous un entrepôt modeste, les agents fédéraux ont découvert une fortune stupéfiante. Le plus grand coffre-fort de la drogue jamais saisi dans l'histoire des États-Unis. Des compartiments secrets et une richesse inimaginable ont révélé l'ampleur du crime organisé comme jamais auparavant. Chaque recoin révélait des preuves choquantes, exposant jusqu'où les criminels sont prêts à aller pour protéger leur empire. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur n'a pas seulement stupéfié les enquêteurs. Cela a remis en question tout ce que nous pensions savoir sur la portée et la sophistication des cartels modernes. Le raid sur le plus grand coffre-fort de cartel en Amérique. Lors d'une opération stupéfiante, le FBI a saisi ce qui pourrait être le plus grand coffre-fort d'argent lié à un cartel de l'histoire américaine, ciblant des centaines de coffres individuels chez US Private Vault à Beverly Hills. La société avait été inculpée pour trafic de drogue présumé, blanchiment d'argent et lien avec des activités de cartel de haut niveau. Rien que dans 369 boîtes, les agents ont confisqué 86 millions de dollars en espèces, ainsi que des millions supplémentaires en or, en argent, en montres de luxe, en bijoux en pierres précieuses, et même 1 300 000 $ en jetons de casino de Las Vegas. Les procureurs ont soutenu que ces biens étaient liés à des activités criminelles, bien qu'ils n'aient présenté aucune preuve pour étayer cette affirmation. En vertu des lois de saisie américaines, l'État peut confisquer des biens présumés criminels avec des preuves minimales, bien en deçà du seuil requis pour une condamnation pénale. Les critiques affirment que cela donne aux procureurs un large pouvoir pour saisir des biens d'abord et les justifier ensuite, tandis que les autorités de Los Angeles soutiennent que les objets saisis semblaient suspects, citant de grosses sommes d'argent inexpliquées et des liens avec des individus ayant un casier judiciaire. Pourtant, la possession de n'importe quelle somme d'argent reste légale. Le raid s'est déroulé sur 5 jours dans un centre commercial tranquille de Beverly Hills. Des agents du FBI ont restitué environ 75 boîtes et prévoyaient d'en libérer au moins 175 autres, reconnaissant qu'il n'y avait aucune preuve de faute dans ces affaires. Beaucoup d'autres coffres sont restés non réclamés ou non identifiés. L'acte d'accusation reprochait à US Private Vault de se promouvoir auprès de clients recherchant l'anonymat face aux forces de l'ordre et aux autorités fiscales. Certains employés aidant prétendument les clients à convertir de l'argent en or pour échapper à la surveillance. Les propriétaires de coffres étaient confrontés à un choix difficile: abandonner leurs biens ou se battre en justice, exposant leur identité et risquant des frais juridiques élevés. Les avocats ont averti que l'approche du gouvernement forçait les citoyens à choisir entre la vie privée et leurs droits de propriété. Bien que les magistrats aient autorisé la saisie des boîtes en tant qu'actif physique, les agents n'étaient pas censés en inspecter le contenu. Pourtant, des enregistrements vidéo ont montré des enveloppes ouvertes, des documents examinés et des objets de valeur minutieusement catalogués. Dans un cas, la boîte d'une femme âgée a été vidée devant la caméra, chaque objet étant photographié page par page. Plus tard, 75 000 pièces d'or de sa cachette manquaient, ce qui a déclenché des litiges supplémentaires. Le gouvernement a nié toute mauvaise gestion, affirmant que chaque fouille était documentée et attestée par plusieurs agents. Les fonctionnaires ont également cité des alertes de chiens détecteurs de drogue sur de l'argent, bien que les tribunaux aient longtemps remis en question de telles preuves, étant donné que la plupart des devises contiennent des traces de stupéfiants. L'argent saisi allait de quelques milliers de dollars à plus de 2 millions de dollars par coffre. Le FBI a refusé de préciser combien de saisies reposaient uniquement sur des alertes canines. La perquisition a révélé un monde caché de richesses stupéfiantes, dissimulées dans le secret, transformant la vie de ceux qui en ont été victimes en une lutte acharnée pour la propriété, la vie privée et l'étendue du pouvoir gouvernemental. Pour ceux qui se demandent à quel point l'implication fédérale est profonde, l'ampleur des agents infiltrés dans les opérations des cartels est tout simplement choquante. Le coup monté de l'intérieur. Pendant plus d'une décennie, la DEA a mené une opération de blanchiment d'argent à haut risque pour un cartel de drogue colombien, déplaçant de l'argent liquide et des crypto-monnaies via des comptes contrôlés par des agents, des sources et le cartel lui-même. Au cours de l'enquête, l'opération a géré 19 millions de dollars de produits de la drogue, menant finalement à l'arrestation de 2 trafiquants d'héroïne. Un mandat de saisie récemment déclassifié révèle l'ampleur de l'implication de la DEA, montrant comment l'agence s'est immiscée dans les efforts du cartel pour dissimuler ses richesses, tant par des transactions en espèces traditionnelles que par des monnaies numériques. Si 2 arrestations peuvent sembler modestes après des années d'efforts, d'anciens agents fédéraux notent que l'opération a sans doute généré des renseignements et des pistes pour d'autres enquêtes, fournissant des informations qui seraient autrement restées entre les mains des criminels. Le travail d'infiltration de la DEA a commencé en 2009, pénétrant des réseaux de blanchiment d'argent aux États-Unis, en Colombie et au Mexique, tous liés à un cartel de Cali connu en interne sous le nom de Picoso. Souvent comparé au cartel de Sinaloa, le Picoso s'est spécialisé dans le trafic de cocaïne à grande échelle et s'est appuyé sur des systèmes complexes pour masquer l'origine de ses revenus. Des individus étaient recrutés pour déplacer ou déposer de l'argent liquide sur plusieurs comptes, dissimulant ainsi la provenance des profits illicites. Des agents infiltrés et des sources ont été recrutés pour ces rôles, rencontrant des courtiers en argent du cartel dans des lieux publics, rues, parkings et centres commerciaux, pour collecter de l'argent.
souvent scellés dans des sacs en plastique et fortement parfumés pour échapper à la détection des chiens renifleurs. Certaines collectes dépassaient 100 000 $, qui étaient ensuite divisés et acheminés vers des comptes bancaires pour le blanchiment. Début 2018, le cartel a ordonné à des agents de transférer plus de 150 000 $ d'un compte bancaire vers un compte Coinbase, le convertissant en plus de 13 bitcoins par l'intermédiaire d'une source chez Xapo-Bank, une institution basée à Gibraltar mêlant banque traditionnelle et gestion de monnaie virtuelle. Chaque transaction réussie rapportait aux agents et à leurs sources une commission allant de 2 à 16% du montant blanchi. L'opération a non seulement fourni des renseignements précieux pour l'enquête, mais a aussi garanti que les fonds illicites étaient temporairement contrôlés et comptabilisés par les forces de l'ordre, les empêchant de circuler librement. Maintenant, le ministère de la Justice s'apprête à récupérer les avoirs issus de l'opération. L'un des 2 trafiquants arrêtés a été condamné à confisquer 1 million de $ l'an dernier. Avec le récent mandat de saisie, le gouvernement tente également de récupérer des crypto-monnaies qui, en raison de la hausse du Bitcoin, valent maintenant plus d'1,5 million de dollars. Même l'infiltration n'a pas pu révéler l'ampleur de la fortune Artex, effleurant à peine la surface des sommes colossales blanchies en secret. L'argent circule dans la pègre. Le cartel de Sinaloa, basé le long de la côte pacifique nord du Mexique, dirige l'une des entreprises criminelles les plus lucratives au monde. Selon le département d'État américain, les organisations mexicaines de trafic de drogue génèrent entre 19 et 29 milliards de dollars par an en vendant de la marijuana, de la cocaïne, de l'héroïne et de la méthamphétamine dans les villes américaines. Parmi elles, Sinaloa est considéré comme le plus riche et le plus puissant, la capture de Joaquín Chapo Guzmán ayant mis en lumière le vaste empire de contrebande qu'il a bâti. Un élément clé du succès du cartel a été d'exploiter le système bancaire mondial pour blanchir d'énormes sommes d'argent, les déplaçant avec un minimum de surveillance. Entre 2007 et 2008, le cartel de Sinaloa, avec un homologue colombien, a transféré 881 millions de dollars de profits illicites vers des comptes bancaires américains. HSBC, l'une des plus grandes banques du monde, est devenue un canal privilégié permettant aux agents des cartels de déposer des centaines de milliers de dollars en espèces en une seule journée, en utilisant des boîtes conçues pour s'adapter aux dimensions des guichets de ces agences mexicaines. Des enquêtes ont ensuite révélé que les contrôles anti-blanchiment de base avaient été ignorés, la filiale mexicaine ayant viré 7 milliards de dollars vers des comptes américains correspondant à New York. Une grande partie de cet argent provenait de sources illicites, mais des défaillances internes et un manque de culture de conformité ont permis au transfert de s'effectuer sans contrôle. Ces flux de dollars ont généré des frais importants pour HSBC, soulignant l'incitation financière qui a maintenu le système. À Culiacán, la capitale du Sinaloa, l'audace de l'opération a stupéfié les habitants. L'argent circulait ouvertement par des immeubles de bureaux, des voitures de luxe et des opérations d'apparence professionnelle, semblant tout à fait légitimes. Tandis que les forces de l'ordre soulignaient la sophistication du blanchiment d'argent des cartels, les analystes et les journalistes relevaient que le processus était simple, reposant sur le volume et l'opacité plutôt que sur des techniques avancées. Les conséquences pour HSBC ont été importantes. Le ministère américain de la Justice a imposé des amendes et des confiscations s'élevant à 1,9 milliard de dollars pour des manquements aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et pour avoir dissimulé des transactions interdites avec certaines nations, dont l'Iran et Cuba. En réponse, HSBC a mis en place des réformes, renforcé ses contrôles et augmenté son personnel de conformité financière, faisant croître ses effectifs à temps plein de 54% entre 2012 et 2013. Malgré ces efforts, le système bancaire demeure vulnérable. Les réglementations anti-blanchiment se sont améliorées, les banques investissant dans des programmes de conformité, des règles de connaissance client et l'identification des clients à haut risque. Pourtant, le volume considérable des produits illicites du trafic de drogue crée des voies persistantes pour que l'argent afflue dans le système financier, contournant souvent les contrôles, comme l'eau qui s'infiltre à travers les fissures de la roche. HSBC n'a été ni la première ni la dernière institution impliquée dans des scandales de blanchiment d'argent. En 2010, la Wachovia Bank a été reconnue coupable d'avoir facilité au moins 110 millions de dollars de fonds de cartel via des bureaux de change mexicains. En 2012, des enquêtes du FBI ont révélé comment le cartel des États blanchissait de l'argent via une opération de course de chevaux au Texas, utilisant Bank of America. Plus récemment, Western Union a accepté de renforcer les mesures de sécurité dans ses activités de transfert d'argent le long de la frontière sud-ouest. À travers le Mexique, les bureaux de change opèrent désormais selon des règles plus strictes visant à limiter les transactions importantes en dollars. Pourtant, les forces de l'ordre surveillent de près les flux illicites, anticipant la prochaine innovation des narcos pour permettre à leurs milliards de circuler sans être détectés. Quand il s'agit des flux massifs d'argent de la drogue, un nom se dresse au-dessus de tous. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Il a entièrement contourné les banques,
Et des décennies plus tard, des traces de sa fortune refont surface dans les endroits les plus inattendus. Le roi du cartel de Medellín. Dans les années 70, le milieu criminel colombien était rempli de trafiquants et de petits voleurs. Mais Pablo Emilio Escobar Gaviria s'est rapidement élevé au-dessus de tous. Fils d'un agriculteur et d'une institutrice, Pablo a commencé par de petits trafics, vente de faux diplômes, revente de pierres tombales volées et trafic de voitures. Au milieu des années 70, il a découvert une entreprise bien plus lucrative, la cocaïne. Dans les années 80, le cartel de Medellín d'Escobar avait bâti un empire s'étendant des laboratoires de la jungle colombienne aux boîtes de nuit de Miami et aux planques de Los Angeles. À son apogée, le cartel rapportait la somme incroyable de 420 millions de dollars chaque semaine. La fortune personnelle d'Escobar dépassait les 30 milliards de dollars, si vaste que Forbes l'a un jour classé comme le 7e homme le plus riche du monde. Pourtant, même cette richesse colossale posait un problème. Il avait plus d'argent qu'il ne pouvait en stocker en sécurité. Les banques en Colombie étaient peu fiables et souvent indignes de confiance. Les tentatives de cacher l'argent dans des entrepôts se sont avérées désastreuses, des rats rongeant des piles de billets et la moisissure consumant des fortunes entières. Le propre frère d'Escobar a admis plus tard qu'environ 10% des bénéfices du cartel disparaissaient chaque année à cause de dommages, de vols ou de pertes. À l'extrême, lors de la fuite de sa famille face aux autorités entre 1992 et 1993, Pablo aurait brûlé 2 millions de dollars simplement pour réchauffer sa fille. Pour sécuriser son immense fortune, Escobar a conçu l'une des solutions de stockage les plus insolites de l'histoire criminelle, enterrant des barils et des caisses remplies de dollars américains à travers les champs de Colombie. Jungles, refuges de montagne et autres lieux isolés devinrent des caches secrètes, avec des hommes de confiance dessinant des cartes, mémorisant les coordonnées et protégeant farouchement ce précieux savoir. Mais la Colombie était un pays en guerre. Le cartel de Medellín subissait une pression incessante de la part du gouvernement, de la DEA, des cartels rivaux et des escadrons de la mort paramilitaires. Beaucoup de ceux qui connaissaient les cachettes furent éliminés avant de pouvoir révéler leurs secrets. En conséquence, d'énormes sommes d'argent commencèrent à disparaître dans la terre. À la fin des années 80, le pouvoir d'Escobar était quasi absolu. Il soudoyait des politiciens, menaçait des juges et déclarait une guerre ouverte à quiconque s'opposait à lui. À un moment donné, il a même proposé de rembourser la dette nationale colombienne de 10 milliards de dollars en échange d'une immunité contre l'extradition vers les États-Unis. Le temps, cependant, était compté. En 1991, sous pression, Escobar s'est rendu à ses propres conditions. Il a construit sa propre prison, la cathédrale, équipée d'un nightclub, d'un sauna, d'une cascade, d'un terrain de football privé et de communication moderne. De l'intérieur, il a continué à diriger son empire et à dissimuler sa fortune. Son évasion déclencha une chasse à l'homme acharnée, impliquant les services de renseignement américains, les autorités colombiennes et les cartels rivaux. Le 2 décembre 1999, au lendemain de ses 44 ans, Escobar fut localisé dans une planque à Medellín. Tentant de fuir par les toits, il fut abattu, bien que certains pensent qu'il se soit suicidé, préférant la mort en Colombie à l'emprisonnement aux États-Unis. Après sa mort, les autorités ont saisi ses manoirs, véhicules, avions et autres biens, tandis que les cartels rivaux pillaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Sa femme et ses enfants ont fui sous de nouvelles identités, affirmant plus tard que la famille n'avait hérité que de peu. Même avec ces saisies, d'énormes sommes d'argent d'Escobar n'ont jamais refait surface. Les enquêteurs estiment que plus de 10 milliards de dollars de sa fortune restent enfouis à travers la Colombie, cachés dans des barils rouillés, des caisses pourrissantes et des fosses oubliées dans les champs, les jungles et les montagnes. Au fil des décennies, certaines de ces caches ont refait surface, transformant la légende en réalité. Les milliards enterrés d'Escobar, longtemps considérés comme perdus dans le temps et la violence, ont commencé à réapparaître dans les endroits les plus inattendus. La nouvelle ruée vers l'or. Ces dernières années, des agriculteurs colombiens, cultivant les mêmes terres que leurs familles depuis des générations, ont commencé à découvrir des trésors inattendus sous le sol. Leurs pelles ont heurté plus que de la roche et de l'argile. Elles ont trouvé des barils enterrés, des caisses et des liasses de dollars américains soigneusement emballés dans du plastique. Ces découvertes offraient une fortune soudaine, mais chacune charriait également le fragile et maudit héritage de la richesse cachée d'Escobar. L'un des cas les plus célèbres concernait José Mariana Cartolos, un agriculteur de 65 ans dont la famille vivait sur cette terre depuis plus de 2 siècles. En 2010, il a reçu une modeste subvention gouvernementale de 3 000 $ pour démarrer une plantation de palmiers à huile. Alors qu'il creusait des tranchées pour l'irrigation, l'appel de Cartolos a heurté quelque chose d'inhabituel, de dur, de creux, et différent de la terre habituelle. Bientôt, il a découvert le rebord d'un récipient en plastique bleu. Un baril en amena un autre, puis un autre. Quand il a ouvert le premier baril, il a découvert des liasses de dollars américains conservées dans du plastique, le remplissant de haut en bas. Des rapports ont ensuite suggéré que la cachette pourrait atteindre 600 millions de dollars. L'histoire s'est vite répandue,
captivant l'attention dans tout le pays et à l'étranger. Pendant des années, les Colombiens avaient murmuré à propos de barils enterrés et de caches dans la jungle laissés par Escobar. La légende semblait réelle. La réalité, cependant, était plus complexe. Les rapports officiels affirmaient que Cartolos n'avait pas gardé un seul dollar. Les autorités ont pris possession de la découverte et ont promis de l'utiliser pour financer des programmes sociaux. Des rumeurs circulaient. Certains remettaient en question le montant, et d'autres soupçonnaient une fabrication. Finalement, la police a classé l'affaire Cartolos comme un canular. Pourtant, la légende avait déjà provoqué une frénésie. Des fermiers de toute la campagne ont commencé à creuser, convaincus de trouver une fortune similaire. Les journalistes l'ont surnommé une nouvelle ruée vers l'or, bien que la plupart n'aient déterré que de la terre. Partout en Colombie, des changeurs de monnaie informels, appelés cambistes, faisaient circuler des dollars américains vieux ou endommagés à une fraction de leur valeur, souvent 10 ou 20 cents pour un dollar. En échange, ils nettoyaient, repassaient et achemiнаient les billets vers des réseaux de contrebande. Dans certaines villes, des magasins entiers acceptaient des billets usés sans poser de questions, devenant des canaux informels pour des richesses cachées. Les rapports de police de la fin des années 90 et du début des années 2000 documentaient des pics soudains de dollars américains dans des villages sans revenus étrangers apparents. Les autorités soupçonnaient que l'argent de la drogue récupérée était dépensé discrètement, transformant les économies locales du jour au lendemain. Un agriculteur en difficulté pouvait d'un coup acheter un camion, rénover sa maison ou acquérir du bétail en nombre. Des communautés entières pouvaient passer de la pauvreté à la prospérité, suscitant rumeurs, envie et surveillance policière accrue. Un cas marquant près d'Antioquia a mis en lumière des familles qui s'offraient des motos, des télévisions et d'autres biens de luxe auparavant hors de leur portée. Les enquêteurs pensaient qu'un trésor caché avait circulé discrètement par le troc, des pots de vin et des transactions clandestines. Pourtant, cette prospérité était éphémère. La police a finalement saisi les biens, effaçant la trace de l'argent. Un rapport de la DEA de 2009 décrivait l'argent de la drogue s'écoulant comme des eaux souterraines, s'infiltrant à travers les fissures. Invisible au début, mais déformant lentement les économies locales. Le blanchiment exigeait souvent plus que de la discrétion. Les découvreurs devaient protéger leur cache de la police, des chasseurs rivaux et des cartels résiduels. Les pots de vin devinrent une dépense nécessaire, transformant les liasses de billets en outils de silence, de loyauté et de protection. Dans les zones où l'influence d'Escobar avait été la plus forte, les anciennes règles persistaient. Le fameux mantra « plata o plomo », l'argent ou le plomb, servait d'avertissement brutal. Accepter le pot de vin ou subir des conséquences fatales. Même des décennies après sa mort, l'argent d'Escobar continuait d'exercer son pouvoir. Les autorités peinaient à contenir ce flux souterrain. La fortune d'Escobar n'avait pas disparu. D'anciens associés affirmaient que des milliards restaient enfouis, et chaque rumeur risquait de déclencher une ruée vers l'or local. À Medellín, la police a perquisitionné des planques abandonnées, découvrant de l'argent caché derrière les murs, sous les carreaux ou dans les meubles. Pourtant, pour chaque saisie officielle, des rumeurs persistaient d'innombrables autres découvertes invisibles au public, façonnant silencieusement les villes longtemps après l'effondrement des cartels. La légende perdurait, avec des caches enterrées se révélant réelles dans des cas ultérieurs. En 2020, le neveu d'Escobar, Nicolas Escobar, a déterré de l'argent à Medellín alors qu'il vivait dans une ancienne propriété de son oncle à Las Palmas. Connaissant les compartiments cachés du cartel, il a percé des murs pour révéler des liasses emballées dans du plastique, d'une valeur d'environ 18 millions de dollars. Avec l'argent, on a trouvé un stylo en or, un appareil photo, des pellicules non développées, une machine à écrire du cartel et de vieux téléphones satellites. La découverte a confirmé les soupçons. La maison d'Escobar recelait encore des secrets des décennies après sa mort. Le temps avait cependant fait des ravages. L'argent caché depuis plus de 30 ans s'était décomposé, réduit en fragments par la pourriture et l'humidité. Même les fortunes capables de corrompre des juges et d'influencer des politiciens finissaient par s'écrouler. La découverte de Nicolas ne fit qu'épaissir le mystère. Si des millions restaient dans les murs, combien d'autres barils pourraient encore être cachés à travers champs, maisons et routes, invisibles mais puissants, attendant d'être déterrés? Les caches secrètes d'Escobar. Des marais et jungles de Colombie aux luxueuses propriétés de Miami, chasseurs de trésors, forces de l'ordre, et même des hommes se disant descendants de Pablo Escobar ont couru après la promesse de millions cachés. Les fouilles n'ont jamais été sûres. Les caches d'Escobar étaient souvent protégées par des pièges, des explosifs et des mines terrestres. Sombre rappel que son influence restait mortelle même après sa mort. D'innombrables chercheurs ont tout risqué pour la chance d'une fortune soudaine. Certains ont découvert de petites sommes, mais beaucoup d'autres n'ont trouvé que le danger ou ont fini derrière les barreaux pour avoir empiété sur des biens de cartels confisqués. L'obsession s'est étendue au-delà de la Colombie. Aux États-Unis, le nom d'Escobar suscite encore des chasses au trésor. En 2016, un manoir de Miami ayant appartenu au baron de la drogue a changé de main. Les ouvriers ont démoli les murs et fouillé la propriété avec des détecteurs de métaux. 2 coffres-forts ont été découverts.
L'un a disparu mystérieusement avant que son contenu ne puisse être vérifié, et l'autre n'a révélé que peu de valeur, loin des millions imaginés. Pour les autorités colombiennes et la DEA américaine, la chasse est à la fois un devoir et une course contre la montre. Pendant que des chasseurs de trésors creusaient illégalement, les forces de l'ordre ont parfois fait des découvertes officielles. En novembre 1989, avant la mort d'Escobar, les autorités de Medellín ont déterré 5 millions de dollars en espèces conservés dans des coffres souterrains. Cette découverte offrait une preuve tangible qu'Escobar, toujours méfiant envers les banques et la trahison, avait caché d'énormes sommes d'argent dans tout le pays. Même alors, ce n'était qu'une fraction de sa fortune. Quelques mois plus tard, les enquêteurs ont découvert 25 millions de dollars en billets de banque pourris, ainsi que 150 kg d'or, un trésor si immense qu'il aurait pu financer une petite nation. 2 décennies plus tard, en 2009, le grand domaine d'Escobar, l'Hacienda Napol, a révélé 10 millions de dollars cachés sous terre. Même après la confiscation et la transformation de la propriété en parc public, l'ombre du baron de la drogue planait, défiant les curieux de creuser davantage. La technologie moderne s'est jointe à la chasse. Le radar à pénétration de sol, l'imagerie avancée et les drones sont utilisés pour localiser les caches. La série de Discovery Channel, Finding Escobar's Millions, a suivi 2 anciens agents de la DEA, Chris Feistel et Jerry Salamer, alors qu'ils parcouraient des pistes d'atterrissage clandestines, des laboratoires de jungle et des fermes hostiles pour récupérer une fortune cachée pour la Colombie. La série a montré la dangerosité de la recherche. Les communautés rurales gardent souvent une loyauté profonde envers Escobar, le voyant comme un Robin des Bois. Les étrangers à la recherche de trésors rencontrent la suspicion, l'hostilité, ou pire. Les cartels actifs dans les mêmes régions brouillent la frontière entre le danger passé et présent. L'histoire s'est même étendue à l'étranger. À Londres, un homme se présentant comme le fils secret d'Escobar affirme avoir reçu des messages codés indiquant un trésor caché en Colombie. Il a publié un livre et est apparu à la télévision, mais aucun trésor n'a jamais été trouvé, et les autorités colombiennes ne reconnaissent pas sa revendication. La traque des milliards d'Escobar continue, mélange de faits et de légendes. De petites caches sont mises au jour occasionnellement, mais la majeure partie de la fortune reste enfouie. Chaque découverte comporte son lot de risques, et cette quête a coûté des vies, des fortunes et des réputations. Pour certains, le trésor d'Escobar représente une véritable salvation. Pour d'autres, c'est une sentence de mort qui les attend sous terre. Et malgré tout, le mystère le plus grand persiste toujours. Si les forces de l'ordre continuent de découvrir des millions et que les chasseurs de trésors refusent de cesser de creuser, combien reste-t-il vraiment caché? Et qui, si quelqu'un, le réclamera un jour? Les découvertes les plus étranges de la fortune d'Escobar, cependant, ont été bien plus que de l'argent. Les contenus bizarres de certaines caches. Quand les chasseurs de fortune sont arrivés en Colombie, ils cherchaient la richesse, des barils d'argent, des lingots d'or et des bijoux dont on murmurait dans les légendes des cartels. Mais la terre rendait souvent quelque chose de bien plus sombre. À côté de billets de dollars pourris et d'armes à feu rouillées, les fouilleurs déterraient des eaux et des tombes peu profondes, certaines à quelques pieds seulement, contenant les restes des victimes d'Escobar. Des doigts liés par du fil de fer, des crânes fracassés par des balles tirées à bout portant, des corps abandonnés à côté des fortunes mêmes qui leur avaient coûté la vie. Dans certaines fosses, les ossements s'entremêlaient aux armes et à l'argent. Rappel macabre que dans le monde d'Escobar, l'argent et la mort étaient inséparables. Les paysans creusant des tranchées d'irrigation heurtaient parfois des cercueils de fortune plutôt que des fûts. Les paysages de Medellín, d'Antioquia et du bassin du fleuve Magdalena sont devenus une archive non pas de richesse, mais de terreur. C'étaient des capsules temporelles de narcos, des instantanés figés d'un empire bâti sur la cupidité et le sang. Au début des années 90, les enquêteurs perquisitionnant les propriétés d'Escobar furent stupéfaits par ce qu'ils découvrirent. Des chambres fortes contenaient des caisses de fusils AK-47, des grenades et des milliers de munitions. Dans d'autres endroits, des lance-roquettes et des gilets pare-balles reposaient à côté de piles de dollars américains. Chaque chambre forte était un trésor de guerre conçu pour protéger la fortune d'Escobar, tout en l'armée pour un siège à tout moment. À l'intérieur de conteneurs étanches, les autorités ont découvert des registres et des documents bien plus dangereux que les armes à feu elles-mêmes. Ils détaillaient les calendriers d'expédition, les transactions financières codées et les listes de pots de vin versés aux politiciens, à la police et aux juges. Écrits avec précision, ces registres cartographiaient l'étendue du cartel de Medellín, de la Colombie à Miami, et même jusqu'en Europe. Pour les procureurs, ces livres de comptes offraient un aperçu rare des opérations d'Escobar. Les chambres fortes n'étaient pas les seuls espaces soigneusement construits. D'anciens associés ont décrit des pièces insonorisées, sans fenêtres, dotées de crochets et de systèmes de drainage, suggérant des chambres de torture ou des cellules d'interrogatoire. Bien que non formellement documentés, ces récits correspondaient à la réputation d'intimidation impitoyable d'Escobar. À Medellín, Escobar a construit un quartier entier, le Barrio Escobar, offrant 1000 logements à des familles vivant auparavant dans la misère. Pour les pauvres, il apparaissait comme un Robin des Bois, leur offrant dignité et abri.
Pourtant, le quartier servait aussi de forteresse, stockant drogue, armes et argent. Les habitants, liés par la peur et la gratitude, devenaient ses yeux et ses oreilles, signalant les mouvements de police, protégeant les caches et servant de boucliers humains pour l'homme qui les dirigeait. Le règne d'Escobar fut défini par la violence. On estime qu'il a ordonné la mort de plus de 4000 personnes, dont des membres de cartels rivaux, des policiers, des politiciens et des journalistes. Personne n'était intouchable. En 1984, il fit abattre le ministre colombien de la Justice pour s'être opposé à lui. Plus tard, il orchestra l'assassinat du leader libéral Luis Carlos Galán, qui avait tenté de l'expulser de la politique. En 1989, il plaça une bombe sur le vol Avianca 203 pour tenter de tuer le candidat présidentiel César Gaviria Trujillo. L'avion explosa en plein vol, tuant 110 passagers. Pour Escobar, la violence n'était pas un effet secondaire des affaires. C'était l'affaire elle-même. Lorsque des chasseurs de trésors ont découvert des tombes peu profondes, ils ont été confrontés à la brutalité d'un homme qui considérait la peur comme plus puissante que l'argent. Toutes les découvertes, cependant, n'étaient-elles pas aussi simples? Certains frôlaient le surréel, comme des lingots d'or et des bijoux rares cachés à côté de registres qui nommaient des fonctionnaires corrompus, des hommes en uniforme et des agents publics dont la loyauté avait été achetée avec de l'argent liquide. Ces documents étaient bien plus dangereux que l'argent lui-même, révélant à quel point Escobar avait infiltré l'État colombien. Pour comprendre l'étendue de cet empire, il suffisait de voir où Escobar avait enterré richesse et terreur. Même aujourd'hui, dans la Comuna 13 de Medellín, son fantôme plane. Des fresques, des visites guidées et des souvenirs transforment la tragédie en spectacle. Des rues autrefois baignées de sang sont désormais des sentiers touristiques, attirés par le mythe d'un Robin des Bois qui donnait et reprenait. Les tombes cachées et les caches étranges renforcent ce mythe, faisant d'Escobar une figure brouillant la frontière entre légende et cauchemar. Pour les autorités, chaque découverte étrange était à double tranchant. L'argent et l'or affaiblissaient les restes du cartel de Medellín, mais des ossements, des registres et des cercueils improvisés rappelaient à quel point Escobar avait empoisonné le sol lui-même. Lorsque des restes furent découverts avec des caches à l'Hacienda Napol, le message était clair. Sa fortune était maudite. Ces découvertes étranges et glaçantes, ossements, registres et bijoux, ont brisé toute idée d'Escobar en tant que héros populaire. Il n'était pas un Robin des Bois, il a bâti son pouvoir par la terreur, bombardant des avions, ordonnant des assassinats en plein jour et cachant non seulement de l'argent mais aussi les preuves de sa cruauté sous terre. Chaque découverte a démasqué les mythes, révélant un empire plus sombre et plus étrange que même Hollywood n'aurait osé dépeindre. Au-delà des os, de l'or et des registres ensanglantés, la cachette enfouie recelait un autre danger, celui de raviver le blanchiment et la corruption. Une ville entière pouvait être soudainement inondée de richesses illicites. Dans l'ombre d'Escobar, le trésor avait toujours un prix. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.